Nous allons poursuivre sur ces thématiques avec Monsieur François Goven, architecte au ministère de la Culture. Donc je vais vous présenter Monsieur Goven. Il a d'abord été architecte des Bâtiments de France, puis conservateur régional des monuments historiques. Il a ensuite été sous-directeur des monuments historiques au ministère de la Culture et il est aujourd'hui inspecteur général des monuments historiques depuis 2005. Bien évidemment, de par ses fonctions, il est l'auteur de nombreux rapports d'expertise pour le ministère. Il est l'auteur d'articles, de conférences, bien évidemment, traitant plus particulièrement des questions de protection, de conservation et de restauration, plus spécifiquement concernant l'architecture du XXe. Je rappelle qu'il est aussi le co-rédacteur de la revue Monumentale. Et il va nous présenter aujourd'hui une présentation sur l'architecture de la reconstruction en se posant la question suivante: est-ce un patrimoine mondial ou un patrimoine ordinaire? Bien, bonjour. Bonjour. Alors, à la différence de beaucoup d'entre vous, je ne suis à peu près en rien un spécialiste de la reconstruction ou des reconstructions. Mais enfin, il se trouve que dans ma carrière professionnelle, j'ai été amené à croiser cette question à plusieurs reprises, et notamment assez récemment. D'ailleurs, plusieurs personnes responsables de l'affaire sont ici dans la salle pour un colloque qui avait eu lieu en fin d'année, à l'automne dernier à Nancy, mais sur la question de la première reconstruction. Et j'avais donc fait un travail à ce moment-là, que je vous résume en une minute, tout en faisant une publicité pour l'excellent ouvrage qui va, j'imagine, être publié comme acte de ce colloque, et qui, j'ai bien compris qu'on n'était pas ici pour parler de la première reconstruction, mais de la deuxième, mais mon propos à ce moment-là était précisément de montrer comment les prémices de la deuxième reconstruction se fondent très très tôt. On a beaucoup parlé hier de la reconstruction à partir de 44-45. En réalité, les architectes, les penseurs, les politiques, les journalistes commencent à se poser la question de la deuxième reconstruction dès 1939, dès l'ouverture de la guerre, et les revues professionnelles d'urbanisme ou d'architecture comme des publications beaucoup plus grand public, avant même le début de la guerre effective, donc avant et pendant la drôle de guerre, se pose la question de la reconstruction. Parce qu'ils savent qu'il y aura des destructions et qu'il faudra donc reconstruire. Or, j'avais insisté sur un point très important, qui est la chronologie. En 1939, on a à peine terminé la première reconstruction depuis quelques années. Et donc, si les courants de doctrine sont divers en 1939, 40, 41, autour de cette question-là, il y a un consensus: la reconstruction qui va venir doit être tout sauf celle de la première reconstruction, qui est accusée en permanence par tout le monde, quels que soient les clans, si je puis dire, comme, et on le voit aujourd'hui avec le recul, ça nous paraît assez étonnant comme analyse, mais comme l'exemple exact de ce qu'il ne faudra pas faire quand il faudra reconstruire. Donc j'avais abordé cette question-là, sachant que 10 ans après, les hommes sont les mêmes. Et c'est-à-dire qu'entre 40 ou 41, ceux qui sont aux manettes, si je puis dire, sont exactement ceux qui l'étaient 10 ou 15 ans plus tôt. Évidemment, c'était quasiment la même génération. Bon, je ne suis pas là pour parler de cela, et j'avais embrayé, et je conclurai sur cette introduction, par un autre élément qui était comment, à partir de 1940, et autour de la question de la reconstruction passée de la Première Guerre mondiale et à venir de la Deuxième, se construisent l'essentiel des dispositions réglementaires et législatives qui régissent l'organisation culturelle en matière d'architecture et de patrimoine. Et le tout, évidemment, organisé par le gouvernement de Vichy. Alors ça peut paraître assez monstrueux de dire cela, mais quand on le regarde, que ce soit l'organisation de la profession avec la création de l'ordre, que ce soit la réglementation et la législation sur l'archéologie française, qui n'existait pas en métropole alors, elle existait dans les départements français d'outre-mer, mais pas en métropole, que ce soit la fameuse loi de 43 sur les abords de monuments historiques, dont tout le monde peut se poser la question de savoir pourquoi on invente en 1943 un sujet alors qu'il y a peut-être d'autres choses à faire, et que ce soit même les prémices
de ce qui deviendra l'inventaire général, avec, ça a été rappelé hier, le travail de Georges-Henri Rivière sur les ER 425. Donc on a en quelque sorte toute la politique culturelle sur laquelle nous vivons aujourd'hui. L'essentiel des dispositions réglementaires et législatives sont celles mises en place par le gouvernement et la plupart signées de plusieurs personnes qui ont été condamnées à mort. Et ma conclusion était à la fois cynique, mais malgré tout relativement objective, c'est que la plupart de ces dispositions avaient été prévues par le Front populaire, ont été votées et mises en place par Vichy et ont été mises en œuvre par la 4e et la 5e République. Donc, quand les organisateurs de ce colloque m'ont posé la question de ma participation, je pensais naïvement que j'allais parler de cela. Eh bien, pas du tout, parce qu'ils avaient eu la bonne idée de me proposer un sujet, et donc je me suis plié au sujet qui était proposé, et dont le titre était, et puis après tout c'était un exercice finalement assez intéressant, qui était donc architecture et urbanisme de la seconde reconstruction, patrimoine mondial ou patrimoine ordinaire. Et donc ça a été l'occasion, alors pardon, c'est un travail évidemment qui n'est pas du tout un travail universitaire, j'avais peu de temps et c'était quelque chose de relativement superficiel, mais je me suis donc posé la question de savoir comment cette question est pour ma part plus des reconstructions que de la reconstruction, parce que c'est pour ça que j'ai parlé de cela avant. Je pense qu'il ne faut pas faire de césure, parce qu'il y a tellement de porosité entre les deux, même s'il y a d'énormes différences. Il y a ces porosités que j'expliquais. Et donc comment, dans la reconnaissance patrimoniale de nos institutions, que cela soit au niveau, puisque c'était la question qui m'était posée, du patrimoine mondial à un niveau international, comme du patrimoine national. Donc j'ai essayé de voir comment cette question de la reconstruction avait pu, ou pas, être prise en compte dans le mécanisme, précisément, de patrimonialisation. Donc 3 petits chapitres très courts, l'un sur le patrimoine mondial, le deuxième sur la question de la reconnaissance nationale, donc essentiellement ce qui relève de nos dispositions françaises en matière de protection au titre des monuments historiques, pour l'essentiel. Et puis enfin, troisièmement, cette initiative plus récente que vous connaissez, c'est pour ça que j'en parle ici aussi, qui est le label Patrimoine du XXe siècle devenu architecture contemporaine remarquable et qui, vous le savez tous, s'est plus particulièrement attaché à cette question de la reconstruction. Alors, premièrement, le patrimoine mondial. Donc, n'ayant pas de méthodologie particulière, je suis allé voir la liste des, alors je ne sais plus combien, 900 et quelques, on a dépassé les 1000 maintenant, enfin, donc sites inscrits sur la liste des biens du patrimoine mondial par l'UNESCO. Et la première chose que l'on voit, quand on prend cette liste, alors je me suis essentiellement concentré sur l'Europe, c'est qu'évidemment, un certain nombre de sites sont des sites qui sont très marquants en termes de lieux géographiques touchés par la reconstruction. Et la première image que je montre, donc inscription déjà ancienne sur la liste des biens du patrimoine mondial de la cathédrale de Reims, je me dis, est-ce que dans le dossier, il y a quelque chose sur Reims pour parler de reconstruction, quand le comité du patrimoine mondial prend la décision de proposer? Rien. Et c'est assez presque amusant, enfin je ne veux pas faire de mauvais humour, mais c'est pour ça que je vous montre la photo de la cathédrale de Reims, donc après les destructions de, si j'ai bonne mémoire, 1915, donc c'est plutôt au début de la guerre. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'est plus dans un état d'intégrité ou d'authenticité absolue. Enfin, on le sait tous, qu'elle a été reconstruite, il n'y a plus de voûte, il n'y a plus de couverture, il n'y a plus de charpente, il reste les tours et puis une partie des murs... des murs gouttereaux et des arcs-boutants, mais enfin, c'est évidemment un champ de ruines. Et on sait tous, et en plus, a fortiori, dans le petit monde des monuments historiques, combien la reconstruction de Donneux, sa fameuse charpente en béton armé, est un élément majeur dans l'histoire du patrimoine. Eh bien, pas un mot. Donc, la cathédrale de Reims est un symbole de l'intégrité, de l'authenticité de la plus grande architecture médiévale de l'ouest de l'Europe. C'est assez amusant. Le deuxième exemple, sur lequel je pourrais en parler plus longtemps, mais enfin on n'a pas beaucoup de temps, c'est Arles. Alors Arles, évidemment, également protection assez ancienne sur la liste des biens du patrimoine mondial, puisqu'elle doit dater de 1980, enfin j'ai les dates, mais enfin ça, oui, Arles c'est 80, donc c'est ancien hein, par rapport à la Convention de 72, il ne se passe pas beaucoup de choses au départ, donc ça fait partie, même si ça a été un peu revu, des premières grandes inscriptions. À la différence de Reims, Arles, ça n'est pas un monument, même si le principe est d'inscrire sur la liste des biens les monuments romains et romans d'Arles.
Mais la caractéristique, c'est, vous le voyez sur l'image, c'est qu'il s'agit d'une emprise géographique qui évidemment est relativement homogène, mais malgré tout ne l'est pas complètement. Vous voyez très bien en haut à droite des formes d'îlots qui ne sont ni très romaines ni très médiévales. Et le motif de l'inscription d'Arles est assez intéressant parce que, bien sûr, ce sont les monuments et romains d'Arles, mais l'argument majeur pour le Comité du patrimoine mondial, c'est la manière dont la ville se reconstruit à l'époque médiévale sur la base de l'architecture antique. Donc il y a cette notion de reconstruction qui est abordée, mais évidemment pas là où on l'attend. Nous, quand on parle ici de reconstruction, ce n'est pas trop la reconstruction évidemment du XIIe ou du XIIIe siècle, ce qui est le cas ici. Or, Arles est une des grandes villes de la reconstruction, puisqu'on sait qu'en 1944, les bombardements affectent considérablement, et on sait aussi que Pierre Vagot, qui est l'architecte en chef de la reconstruction d'Arles, n'est pas un architecte mineur, et aura une influence considérable dans le dossier d'Arles, protection patrimoine mondial, pas un mot de cette question. Donc on sent, or pourtant, dans l'emprise, il y a des éléments de la reconstruction. Je ne parle évidemment pas du quartier de Trinquetaille, entièrement reconstruit sous la direction de Pierre Vagot, qui est un modèle du genre qui est juste de l'autre côté du pont, qui est en abord, enfin dans la zone tampon, mais pas dans le périmètre. Donc deuxième exemple, rien. Troisième exemple, j'essaye de passer un peu à l'étranger, parce que quand on parle de patrimoine mondial, puis je vais vite, mais c'est évidemment un certain nombre d'exemples internationaux. Donc il y a une ville quand même qui, quand on pense à reconstruction, ne peut pas... C'est Dresde. Vous avez là une vue de Dresde, inscrite sur la liste des biens du patrimoine mondial, en partie pour motif d'intégrité. Alors ça peut paraître étrange quand même quand on sait quel est l'état de la ville de Dresde après les bombardements alliés de 1945. Et Dresde, qui n'est plus sur la liste du patrimoine mondial, mais pour une toute autre raison, parce que le comité l'a exclu à la suite du conflit de la construction du pont qui s'est fait sur l'Elbe, mais ça c'est une autre affaire, apparaît au titre des paysages culturels, là aussi comme un élément relatif d'authenticité, d'intégrité. Ça fait un peu bizarre. Et je vous montre un exemple, ça a été hier évoqué, qui est évidemment l'exemple que tout le monde connaît, particulièrement célèbre de la Frauenkirche de Dresde. La photo que vous avez là, vous le voyez avec les voitures qui est à côté, n'est pas une photo qui date de 1946, c'est une photo qui date de 2000, ou quelque chose comme ça. Donc voilà quand même l'état dans lequel était la ville il y a quelques années, au moment de l'inscription sur la liste des biens. Je n'ai rien vu, alors sans doute les dossiers complets que je n'ai pas eu le temps d'aller regarder évoquent la question de la destruction. C'est pas possible, on ne peut pas parler de Dresde en disant oui, c'est une ville qui depuis le XVIIe ou le XVIIIe siècle est intacte. Ça me paraît un peu difficile, mais il n'empêche que si vous allez sur le site, par ailleurs fort bien fait, du patrimoine mondial, ça n'est pas quelque chose qui apparaît. Et le dernier exemple qui est à peu près aussi... Pardon, les photos sont assez médiocres, mais je n'avais pas sous la main quand j'ai préparé une bonne photo de l'affaire. Mais j'ai choisi celle-là prise sur Internet parce qu'on voit vraiment l'environnement de la cathédrale de Cologne, même chose, donc je ne vais pas en rajouter. Mais pour la cathédrale de Cologne, la question mise en avant est également celle de l'intégrité et de l'authenticité d'un exemple majeur de l'architecture gothique, poursuivi jusqu'au XIXe siècle. On sait la manière dont la cathédrale, le dôme de Cologne se poursuit avec l'œuvre de sa cathédrale et tout ce qui est admirable autour. Mais s'il y a bien quelque chose qu'il est difficile de passer sous silence, c'est quand même, c'est le moins que l'on puisse dire, son environnement immédiat, qui est, semble-t-il, on sait que la ville de Cologne a été quasiment rayée de la carte en 1945, il n'existe, je crois que c'est plus de 80, le Havre, je pense que ça dépasse le Havre. Cologne, il n'y a à peu près plus que la cathédrale qui reste au milieu d'un champ de ruines, parce que là, Cologne s'est pilonnée pendant toute la guerre, c'est pas un bombardement pendant quelques jours, c'est vraiment les raids alliés pendant des années en permanence. Donc, tout cela pour dire, et je termine cette première partie, qu'à l'évidence, le Havre est l'exception qui confirme la règle parce que, visiblement, la question de la reconstruction, j'irais même au-delà du fait de dire que ça n'est pas pris en compte, c'est qu'il y a presque une volonté manifeste de vouloir nier cette question de la reconstruction. Alors, les mentalités évoluent sans doute, mais tous les exemples que je vous montre là, certains ont déjà une vingtaine d'années, mais d'autres sont plus récents. Alors après, je me suis dit, voyons voir
si nous sommes plus malins d'une certaine façon en France. Ah non, pardon, j'ai oublié le dernier exemple, alors on monte dans la gradation de l'horreur et de la destruction, qui est un des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial, qui est l'annexe de la préfecture d'Hiroshima, qui est donc ce que vous avez là dans la situation actuelle. Et alors là, on est au-delà de la question même de la prise en compte de la reconstruction. Le motif pour lequel cet objet symbolique est inscrit sur la liste des biens, c'est que c'est le dernier élément, c'est le seul élément qui subsiste après le bombardement atomique de 1945, à peu près encore en élévation, et dont aucune reconstruction, restitution, restauration n'a été envisagée pour cristalliser l'élément dans son état de ruine. Donc là, c'est encore presque la strate au-dessus. On mythifie le fait qu'on ne reconstruira jamais cet élément qui est maintenu comme élément de mémoire, évidemment, pour des raisons que l'on comprend bien. Ensuite, j'arrive en France. Alors, les monuments historiques, la première, je ne vais pas beaucoup vous parler, beaucoup viennent de l'Ouest, ce ne sont pas mes régions, Saint-Lô est familier à certains d'ici, mais la première question qui se pose à l'administration de la culture en France au moment de la reconstruction, c'est d'abord la reconstruction de ses propres monuments. Avant de se poser la question de l'architecture, le service des beaux-arts, évidemment, dès 1944, et notamment en Normandie, mais d'autres en parleront évidemment bien que mieux que moi, ici, c'est la question. Alors, je vous montre cet exemple très connu qui est le deuxième projet de restauration de la cathédrale de Saint-Lô, donc par Yves-Marie Froidevaux, qui, après un premier projet plus archéologique, propose sur la façade de faire cette grande façade en schiste vert qui, évidemment, est restée un élément. Donc, la première approche, en quelque sorte, là n'est pas une question de savoir si on va protéger des éléments de la reconstruction. Évidemment, à ce moment-là, la question n'est pas là, mais c'est vraiment de comment aborder la question de la reconstruction. Et je fais une toute petite parenthèse sur la position du service des monuments historiques, qui évidemment est confronté depuis 1914, enfin 1915, fin 14, à la question de la reconstruction de ces monuments. Et il y a un exemple, pas très loin d'ici finalement, qui est assez emblématique de la chose, qui est peut-être connu de certains, qui est pendant la Première Guerre mondiale et la première bataille de l'Argonne, donc dès septembre 1914, hein, c'est le tout début de la guerre, l'église de Sermaises-les-Bains, donc, qui est à la frontière, donc région Grand Est, mais à la frontière entre la Meuse et la Marne, mais côté Marne, est à moitié détruite par les bombardements allemands pendant la campagne. Et très vite, le maire écrit au secrétariat d'État aux Beaux-Arts en demandant le classement de son église comme témoin martyr de la barbarie allemande. Ça embête beaucoup l'administration des monuments historiques de l'époque. La loi de 13 vient d'être votée un an avant, hein, donc même s'il y avait déjà une législation antérieure. Ça remonte jusqu'au Conseil d'État, et qui répond cette chose étonnante, c'est que c'est impossible. Parce que si c'était classé au titre des monuments historiques, cela obligerait à ce qu'il y ait une reconstruction de l'édifice, et qu'il est donc contradictoire et antinomique d'avoir un monument historique que l'on maintienne a priori en l'état de ruine. On voit comment, après Oradour, c'est exactement l'inverse à la Deuxième Guerre mondiale qui se produit, et où les ruines d'Oradour sont, par la loi voulue, vous connaissez l'histoire, précisément classées en tant que témoignage. Vieille histoire qui est le serment des Athéniens, hein, ça remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ, où ils promettaient qu'ils ne reconstruiraient jamais les ruines de ce que les ennemis avaient détruit pour que toutes les générations se souviennent de la barbarie de leurs adversaires. Donc c'est une vieille, et on connaît l'exemple de Berlin, je vous ai montré l'exemple d'Hiroshima, qui est cette question de la mémoire. Alors après, dans les monuments historiques, il va y avoir toute une série d'édifices qui vont être protégés de façon précoce au titre des monuments historiques donc, du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle. Oui, je vais aller... Oh oui, c'est plus qu'il m'en faut. Qui vont être protégés au titre des monuments historiques donc, à partir du début des années 1960. Je la fais courte, c'est Malraux qui, dès 1959, décide de se lancer, aiguillonné en cela par Le Corbusier, dans une campagne de reconnaissance patrimoniale d'œuvres qui sont très récentes. Et notamment, je vous montre évidemment ce que vous connaissez tous, c'est Ronchamp. Et Ronchamp est l'archétype
d'un édifice de la reconstruction, puisque c'est l'église de pèlerinage qui a été détruite. Le Corbusier va jusqu'à réemployer les pierres de l'ancienne église à titre symbolique dans la chapelle Notre-Dame-du-Haut, etc., etc. Et Ronchamp sera un des premiers édifices du XXe siècle à être classé au titre des monuments historiques, très peu de temps après la mort de Le Corbusier, donc juste après son décès en août 65. Ronchamp va être classé au titre des monuments historiques. Mais jamais n'apparaît comme argumentaire la question de la reconstruction. C'est évidemment parce que c'est une œuvre du maître incontesté qu'est Le Corbusier. Je ne vous ai pas mis j'aurais dû vous mettre une photo de l'unité d'habitation de Marseille, qui sera le premier immeuble protégé au titre des monuments historiques de Le Corbusier juste avant sa mort, donc en 1964, donc l'année qui précède sa mort. C'est le seul qui sera, malgré ses demandes, il écrivait régulièrement à Malraux en faisant la liste des œuvres qu'il avait faites qu'il souhaitait voir protégées au titre des monuments historiques. C'est le premier à avoir fait cela. C'était pas très modeste, mais enfin ça a été assez efficace puisqu'il définissait lui-même les œuvres qui lui paraissaient les plus intéressantes. Et donc, même chose, l'unité d'habitation de Marseille est évidemment un immeuble de la reconstruction puisque sa vocation première est de reloger précisément les sinistrés du vieux port de Marseille qui avaient été délogés par la destruction des immeubles du quai du port, dont je vous montre l'image que vous connaissez bien, donc du projet initié par André Lecomte, abandonné, et à qui donc le MRU demande à l'équipe, à Perret d'ailleurs, qui participe mais qui ne fait pas grand-chose, et qui propose que soit confié à Fernand Pouillon et André Devin, la reconstruction, donc qui est un habillage d'un bâtiment qui est déjà construit par derrière. Donc Pouillon et Devin vont faire la célèbre façade du quai du port. Donc ça, enfin c'est un souvenir un peu personnel, puisque j'étais à l'initiative il y a 25 ans de la protection au titre des monuments historiques de l'un des blocs. C'était le seul que les copropriétaires avaient accepté de voir protégé au titre des monuments historiques. Même chose, en réalité, ça n'est pas du tout l'entrée reconstruction qui est déterminante pour convaincre les commissions. Au contraire, c'est vraiment la personnalité de Fernand Pouillon qui, à ce moment-là, commence à être reconnue. Il y avait eu un colloque, une publication. Donc, je le prêche pour ma propre paroisse, pour dire qu'il n'y a, ne serait-ce encore que 25 ans, cette question de la reconstruction, non pas, et je le mets entre parenthèses, au niveau des études, il y a déjà des études universitaires, il y a déjà des travaux de l'inventaire, mais dans la reconnaissance institutionnelle effective, n'est pas encore rentrer dans les mœurs. Je donne un exemple au passage de Royan. Lorsque l'église Notre-Dame de Royan, de Gilet, mais Gilles en parlera 10 fois mieux que moi, est classée, bien sûr, c'est un édifice de la est classé au titre du monument historique, bien sûr, c'est un édifice de la reconstruction, mais c'est aussi parce que c'est l'œuvre d'un architecte qui est reconnu. Et je vous donne cet exemple qui est peut-être le dernier de la deuxième série, qui est un exemple majeur de la reconstruction et qui, là, pour montrer l'évolution de la pensée, et puis la pensée collective, ce n'est pas des pensées seulement individuelles, c'est le phare de Planier à Marseille, donc qui avait été détruit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qui est donc reconstruit. C'est ce fameux édifice extraordinaire, inachevé, enfin bon, tout ce que l'on peut, on n'a pas le temps de rentrer dans l'affaire, mais qui, lors de la grande campagne de protection des phares qui remonte à 7 ou 8 ans maintenant, est là, cette fois-ci, c'est pour ça que je termine par cette image, pour en mettre d'autres, mais est vraiment protégé par sa monumentalité, par le nom de ses architectes, mais avant tout comme étant un des grands témoignages de la reconstruction et de la volonté pharaonique. C'est le plus gigantesque phare à l'époque de France, entièrement construit en pierre de taille, enfin une folie qui a ruiné les phares et balises, et qui n'ont même pas réussi à l'achever. Mais malgré tout, opération de la reconstruction, qui, elle, il y a là une prise en compte. Alors bien sûr, un certain nombre de régions, je suis allé très vite, se sont posées ces questions, et je sais, en Normandie, en Bretagne, à Lorient, à Royan, après il y a eu évidemment parallèlement, mais pour dire que tout cela est tout de même une forme de prise en compte relativement progressive et assez lente. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, ce n'est pas que l'on manque de bases de données, notre ministère et autres ont une multitude. Essayer de faire aujourd'hui une entrée reconstruction
je m'étais amusé à le faire. C'est impossible, c'est-à-dire que ça ne rentre pas, ce n'est pas un mot-clé. C'était d'ailleurs un des objets de ma conclusion. Ça serait peut-être utile d'ailleurs d'avoir une forme d'inventaire, pas au sens normatif du terme, mais de savoir, parce que très souvent, des édifices de la reconstruction ont été protégés, mais presque toujours, pas toujours, mais presque toujours pour d'autres motifs. Bon. Et le dernier point, et ça sera ma conclusion, puisque là, il doit me rester 5 minutes, c'est une politique alors différente qui a été lancée, que vous connaissez. La preuve, c'est que Saint-Dié en fait l'objet. Et je vous montre quelques images de label patrimoine du XXe siècle, donc qui remonte aujourd'hui à 20 ans, puisqu'on va fêter les 20 ans de l'initiative de cette procédure. Alors elle a un peu évolué, ça a été rappelé hier, enfin peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais cet exemple est pour moi tout à fait majeur, puisque c'est le port de Toulon, donc là aussi archétype de la destruction, reconstruction à la suite du sabordage de la flotte dans le port de Toulon. De Mailly, donc architecte en chef de l'opération, qui fait cette opération extraordinaire avec les plus grands noms de l'époque, Charlotte Perriand, enfin tout ce que vous savez, qui obtient à la Triennale de Milan le prix donc de la plus belle opération européenne de reconstruction d'habitat collectif, et qui, il y a 10 ans, était tellement tombé c'était plus que de la désuétude, mais c'était même une sorte de rejet. C'est une copropriété relativement cossue, donc déjà c'est plus facile, on n'est pas dans un cas de logement social compliqué. Mais malgré tout, c'était un bâtiment qui était tellement peu aimé qu'en accord entre les copropriétaires et la ville, il y avait eu l'intention d'en démolir une partie pour pouvoir faire une percée, pour faire une avenue donnant sur la mer, qui montre à quel point il y avait peu de reconnaissance de ce grand ensemble qui est appelé, enfin qui s'appelle dans les projets officiels, la frontale. Et donc le label patrimoine du XXe siècle, et ça peut être un des exemples positifs qui nous rassure par rapport aux échecs que l'on a pu connaître, a tenté avec de faibles moyens, ça a dû coûter à peu près 7 ou 8 000 euros, donc ce n'est pas dramatique à l'échelle d'un ensemble comme celui-là, sur la base d'études d'archives, sur la base, puisque le fonds de Mailly est conservé, et de tout un travail d'histoire de l'architecture, de montrer à la commune et aux copropriétaires qu'en réalité ce bâtiment était un bâtiment qui avait été totalement dégradé et que l'image qu'il avait, elle pouvait redevenir extrêmement valorisante, non pas en rajoutant des je sais pas quoi, des superstructures, en remettant des garde-corps en aluminium dessus ou autre, mais simplement en revenant au projet d'origine. Par déshabillage d'un certain nombre de dispositions, c'est-à-dire toutes les loggias qui avaient été, comme on l'a vu ce matin à Gérardmer, fermées, et donc retrouvant la profondeur des dispositions de loggia, en réouvrant un certain nombre, puisque le principe extraordinaire du bâtiment, ça n'a été fait que partiellement, c'était les sols, puisque on avait l'impression que la totalité des sols était transparente, et donc la rue qui était devenue une sorte de tunnel derrière, alors que l'on avait cette vue sur la mer depuis l'arrière, pouvait être faite transparente. Je pense toujours à Caen et cet extraordinaire cadrage sur les glacis du château qui était prévu qui existe dans le projet de reconstruction et qui aujourd'hui n'est plus du tout lisible parce qu'on a occulté toutes les baies, et donc ce cadrage du rez-de-chaussée sur ce qui se passe à l'arrière a complètement disparu. Le fait que les choix de matériaux de façade étaient extrêmement sophistiqués alors que c'était devenu noir comme un morceau de charbon, alors que c'est un jeu entre de la pierre, du béton coloré rouge et du béton gris, enfin il y a toute une polychromie, plus toute la polychromie des menuiseries qui était tout un jeu un peu à la Candilis justement sur les couleurs primaires et les panneaux coulissants. Tout cela a été fait par les copropriétaires qui ont trouvé que finalement ça coûtait moins cher que leur premier projet, et aujourd'hui la frontale de Toulon a été rajoutée dans le circuit touristique des bâtiments. Donc en moins de 10 ans, c'est passé d'un immeuble à démolir à un immeuble qui fait partie du circuit touristique de la ville, au même titre que la visite du Mont Faron, la visite de la cathédrale, etc. etc. J'étais un peu long là-dessus, je vais aller beaucoup plus vite. Autre exemple, et où là, on arrive dans une architecture qui est véritablement la vraie architecture de la reconstruction, au même titre que ce que l'on a pu voir hier et aujourd'hui, qui là est une architecture ordinaire, c'est-à-dire qui n'est pas une architecture faite par des grands noms, et ça, on est dans un exemple assez étonnant d'une reconstruction totalement rurale post-Deuxième Guerre mondiale. Autant la Première Guerre mondiale
eu une reconstruction principalement rurale. La Deuxième Guerre mondiale a eu, bien sûr, on a vu des exemples, mais a été souvent plus urbaine. Ça, c'est un exemple au fin fond des Hautes-Alpes, dans une petite commune qui s'appelle Ristolas, qui est au fin fond du Queyras, qui a été entièrement rasée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui a fait l'objet d'un programme expérimental tout à fait extraordinaire de reconstruction par une équipe d'architectes qui n'ont rien de star et qui a fait l'objet d'un label patrimoine du XXe siècle et qui fait actuellement l'objet d'un travail dans une minuscule commune. Il doit y avoir, je sais pas, 250 ou 300 habitants. Et puis enfin, dernière strate, et j'en conclurai par là, la Lorraine, où on a, alors j'avais donné plusieurs exemples de reconstruction, là on est dans une reconstruction de la Première Guerre mondiale, que vous connaissez, et je donnais deux exemples qui ont été vraiment justement, donc il y a Fliré, puis je ne sais plus quel est, ça c'est Fliré, donc André, et puis l'autre, je ne sais plus, j'ai un trou, pardon, c'est Éton, enfin peu importe, c'était pour montrer l'évolution du regard et de la pensée, où vous l'avez compris, on passe d'une façon finalement en quelques années de la reconnaissance d'architectures qui sont des architectures monumentales à vraiment une architecture qui est une architecture ordinaire. Mais cette architecture ordinaire, évidemment, vous l'avez tous, vous savez tous mieux que moi, est une architecture extrêmement intéressante dans le sens d'abord où elle conserve une cohérence, où elle conserve effectivement une intégrité et pas ce que l'on voit trop souvent, où progressivement on va changer un bout de menuiserie, puis on va rajouter un volet roulant, puis on va remettre un autre truc. Et vu dans sa globalité, il y a une qualité, d'une qualité globale, mais ça je ne vais pas le développer, vous l'avez compris, mais vous voyez cette reconnaissance d'une architecture véritablement ordinaire qui est une évolution considérable de la doctrine et de la pensée, mais aussi des pratiques culturelles de notre époque en ce moment. Et je termine par deux images, alors qui elles reviennent, et donc au travail qui a été mené par la DRAC de Lorraine en matière de label patrimoine du XXe siècle. Un exemple que vous connaissez, j'imagine, pour beaucoup, qui est la reconstruction de Toul, qui a été inscrite donc, au titre du label et qui est un exemple assez remarquable, à proximité là aussi de la cathédrale. Et puis évidemment, à tout seigneur, tout honneur, la ville de Saint-Dié, qui là aussi, et je ne m'étendrai pas. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, j'espère ne pas avoir trop dépassé, mais essayer de montrer comment, en l'espace de finalement 20 ans, évidemment sur la base de travaux intellectuels, de recherche, d'inventaire, mais le temps lent qu'il faut pour arriver à modifier. Et évidemment, maintenant, ce sera mon dernier mot, la difficulté n'est pas tant de savoir et de connaître, la difficulté est de passer au stade de l'opérationnel. Et ça, évidemment, ça pose toutes les difficultés que les élus connaissent, les architectes des bâtiments de France, etc., etc. Je vous remercie.